Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Greg. Greg a entamé sa paternité avec un événement très difficile à gérer à titre personnel et pour son couple, puisque leur premier enfant est né sans vie. Vous ne l'entendrez pas au micro, mais Greg est un grand gaillard costaud. Et dans cette discussion, comme il le dit lui-même à la fin, il laisse vraiment tomber l'armure et raconte avec une immense honnêteté toutes les phases par lesquelles sa femme et lui sont passés pour traverser cette épreuve. Vraiment un immense merci à lui parce que j'ai adoré discuter avec lui et j'espère que vous apprécierez tout autant que moi ce moment passé en sa compagnie. Avant de passer à la discussion avec Greg, je vous rappelle que ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine pour accompagner nos futures lectrices et lecteurs dans leur vie d'adulte. Il va sortir dans quelques mois, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter dans le lien que vous trouverez dans les notes de ce podcast. Vous recevrez des questions très bientôt, ainsi que des infos pour suivre la progression du projet. Si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Alors je vous précise aussi que si vous écoutez en podcast, surtout n'hésitez pas, venez me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours un immense plaisir. Encore une fois, je vous mets l'adresse de l'épisode dans les notes. Et puis vous le savez, si ce concept vous plaît, merci d'en parler autour de vous, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Je vous le répète à chaque épisode, mais le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Mais j'ai assez parlé, je vous laisse en compagnie de Greg. On est avec Grégory, donc tu t'appelles Grégory, c'est ça, mais tout le monde t'appelle Greg, tu Voilà, disais. parce que Grégory, apparemment, il y a trop de syllabes. Donc les gens préfèrent Greg. Salut Greg, ça va ? Ça va, ça va. Greg, quel âge as-tu ? Alors, j'ai 35 ans. Je suis papa de 2 enfants, donc une petite fille au caractère bien trempé et un petit garçon à l'énergie épuisante, mais stimulante. Voilà. Ils ont quel âge aujourd'hui ? Alors, ma fille a 5 ans et mon fils vient d'avoir 2 ans. Donc, ma fille s'appelle, je vais dire le prénom, elle s'appelle Lorelei. Lorelei le soleil, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un peu niais, mais c'est que bon, voilà, ouais, c'est papa gâteau un peu. Et puis mon fils s'appelle Lucien et les deux comme des frères et sœurs s'adorent et se chamaillent en permanence. Chaque journée est différente de l'autre et c'est très énergisant, c'est pas le bon mot, très rassénérant de les voir en fait, de savoir qu'ils sont là et qu'ils vont bien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, je suis consultant en organisation, en management, dans une boîte de conseil, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Donc, je vais dans des entreprises pour leur aider à revoir leur organisation, leur processus, etc. Voilà. D'accord, ok. Tu m'as écrit pour toute autre chose, en fait, à la base. En effet. Tu m'as envoyé un mail où je me suis dit, ok, bon... Tu m'as écrit en me disant, en gros, je te paraphrase, mais en gros, Fab, j'ai découvert Histoire de Daron, genre t'aimais bien, etc. Et que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires positives et que toi, t'as démarré ta paternité par une histoire un peu moins cool, en fait. Tout à fait, en fait. C'est un euphémisme. Oui et non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est vrai qu'en découvrant Histoire de Daron, j'ai vu des pères avec des situations toutes différentes, toutes diverses, mais qui se retrouvaient en fait même dans la difficulté, dans le bonheur d'être père dans l'immédiat, que ce soit annoncé, que ce soit une surprise, que ce soit quelque chose d'un peu refoulé. Alors que moi, comme tu l'as expliqué, j'ai vécu une histoire un peu différente, beaucoup plus triste, beaucoup plus dure, non, parce qu'il y a des situations qui sont plus dures, mais beaucoup plus douloureuses. Qui est que, en fait, donc, avec ma femme, c'était en 2011, que je dise pas de bêtises, en fait, je fais semblant de pas me souvenir de la date, mais je m'en souviens très bien. C'était en 2011, donc nous attendions notre premier enfant. C'était un petit garçon. Donc ce qui est marrant, c'est que moi j'étais persuadé que c'était un garçon. Ma femme, elle s'en moquait complètement. Donc moi j'étais persuadé que c'était un garçon et je me souviendrai toujours que lorsque je vais y arriver, les gynéco non, c'est les obstétriciennes. Oui. C'est bien ça, oui. Les obstétriciennes ont fait obstétricienne, c'est dur à dire. a fait beaucoup de
Beaucoup de consonnes. On passait pas les radios, mais les échographies. Les échographies, j'en perds mon latin. En fait, elles ont dit, donc c'était un petit garçon, et j'ai poussé un cri, un hurlement de joie en disant oui, je le savais, limite en me mettant à genoux. Alors ma femme me regarde en disant mais quel abruti. Et moi, je me reprends en disant excusez-moi, mais c'est la joie. Elle me dit non, mais c'est normal, vous savez, il y a pire. Mais le problème, c'est que c'était un cri de joie dans une situation en fait qui était, je ne le savais pas encore, mais qui était désespéré. Parce que je rappelais un tout petit peu le parcours. Donc généralement, on a un enfant, il y a les échos l'échographie, je crois, c'est du 2e ou du 3e mois pour s'assurer que la croissance du fœtus est normale. On prend un tas de mesures, la distance entre le sommet du crâne et la base le bassin, les distances des membres, etc., etc. Et on regarde aussi, je crois que c'est à partir du 4e ou du 5e mois, je sais plus très bien. On regarde aussi la réactivité du fœtus. Non, alors 3 mois c'est l'embryon, mais à 4-5 mois on regarde la réactivité du fœtus. Et donc nous on était allé voir un obstétricien qui était très compétent, mais un peu froid, un peu distant, qui donc il nous faisait passer les échos à ma femme. Et donc moi je voulais être présent à chaque fois parce que c'était le premier, parce que je me dis que c'est une façon de vivre un peu le truc par procuration, parce que c'est souvent la mère qui vit plein de choses. Et donc en faisant son écho, il est resté un peu longtemps. Et donc moi qui suis un petit peu de nature anxieuse, je me disais c'est bizarre, mais bon, sans plus, je suis pas spécialiste médical, donc pourquoi pas. Et en fait, il nous a tout de suite orienté vers cette obstétricienne pour la 2e échographie du 5e mois, sans rentrer dans les détails, en nous disant non, mais qu'il y a quelque chose à vérifier, etc. Donc là, bon, il y a la graine du doute et de l'inquiétude qui s'installe, mais sans plus. Donc nous continuons à vivre la grossesse. Ma femme, son ventre grossit, l'enfant bouge un peu, etc. Donc on est content, on se projette, on se prépare, on commence à acheter le berceau, à acheter la bassine, à se dire mais comment on va faire notre petit 2 pièces à Paris pour s'installer correctement. On commence un peu à l'annoncer aussi aux proches, parce qu'on a passé les 3 mois, donc l'embryon est bien accroché, donc théoriquement tout va bien. Puis en France, dans les grossesses, tout va bien, c'est-à-dire que et c'est normal, on ne présente pas les choses quand ça se passe mal, que les petits pourcentages de situations un peu compliquées. Et en fait, lors de la 2e échographie, donc l'échographie où on détermine le sexe, et moi nous voulions savoir le sexe, c'était pas que moi. Donc après ce cri de joie, c'est un garçon, on avait déjà des idées de prénoms, etc., etc. Là, l'obstétricienne nous dit qu'il y a un problème. Donc bon, on s'assied, on s'installe. Donc elle nous explique qu'il y a un problème au niveau de ce qui sera plus tard son cervelet. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, le cervelet il est divisé en 2 parties à ce moment-là, il y a une certaine taille avec des liquides, j'ai pas retenu la totalité des termes médicaux, mais en gros il y avait un problème sur la circulation des liquides à ce niveau-là. Et donc il allait falloir avoir un suivi un peu plus régulier, un peu plus attentionné. Et donc là, moi clairement, je commence à être un peu anxieux en posant des questions. On me dit non, mais ça veut rien dire, ça peut se résorber, ça peut être quelque chose, ça arrive. Donc voilà, ça arrive. Ça c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, à intégrer. Ça arrive. Surtout comme je dis, dans le monde dans lequel on vit, où tu t'es un peu contrôlé, monitoré, et que quand ça se passe mal, c'est vite arrêté, tandis que là, c'est l'arrivée d'un enfant. Donc c'est un peu compliqué de se dire, il se passe quelque chose. Donc on continue. Ma femme et moi, on est anxieux. On commence un peu à s'inquiéter. J'échange avec une de mes tantes qui est infirmière, qui me dit « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Donc après, on fait ce qu'il faut pas faire à Internet Mathieu, à la Doctissimo. Donc on commence à regarder, on arrête tout de suite parce qu'on lit tout et son contraire. En gros, c'est nous qui allions mourir, quoi, si on continuait. Et donc ensuite, on a une autre échographie plus tard dans le déroulement de la grossesse, qui là est catastrophique. En fait, l'enfant a un retard de développement au niveau cérébral qui est très important. À partir de là, il faut faire une amyosynthèse pour déterminer en fait ce qu'il a et pour savoir quelles sont ses chances de survie, quelle est un peu la marche à suivre.
Et dans cette situation, moi, en tant que futur père, déjà, j'étais pas présent. On l'a annoncé à ma femme, et moi, j'étais pas présent. Donc, je l'ai un peu mal vécu, dans le sens où j'ai pas été présent en tant que soutien, parce que j'étais au travail, je travaillais loin à cette époque, c'était un peu compliqué. Et en fait, elle me l'a annoncé par téléphone. Et là, par téléphone, je me suis littéralement effondré. Donc ce que je recommande pas, parce que ça, au niveau du travail, ça pas allé du tout. Donc je suis parti en catastrophe rejoindre ma femme et puis ma femme. Et là, ça a été la crise de larmes, la crise de pleurs, parce que on réalisait que toute notre projection, tout ce qu'on avait, tout l'imaginaire que l'on s'était construit, tout ce que nous allions faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allions transmettre, était fortement remise en question. Très fortement. Donc dans le parcours médical, c'est un peu nébuleux parce que c'était à 7-8 ans, il y a 6-7 ans plutôt, il y a aussi un passage à l'hôpital des enfants malades, Robert Debré. Et lors de ce passage, en fait, donc c'est ma femme, on lui a annoncé les résultats de la myosynthèse, on lui a dit qu'il avait une maladie, enfin pas une maladie génétique, plutôt parce que c'est pas quelque chose d'héréditaire, c'est encore une fois quelque chose qui arrive, ça arrive. En gros, il manquait de trop grosses parties d'informations sur une partie de ses chromosomes, qui fait que il n'aurait pas été viable, ou il aurait vécu quelques heures à quelques jours, et qu'il fallait faire ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Et donc, ce passage à Robert Debré, donc ma femme l'a fait seule la première fois. Donc, en gros, elle était enceinte de, 6 mois, elle avait le ventre qui sortait. Les gens, bonjour madame, ça va madame, etc. Mais puis, quand on arrive à l'hôpital des enfants malades, c'est généralement pas trop pour de bonnes raisons, enfin des raisons rassurantes. Puis après, quand on arrive dans le service d'analyse, je sais pas quel est le terme, le nom exact, mais service en gros des analyses génétiques, c'est encore moins bon. Et donc là, on lui a expliqué, pendant que j'étais pas présent, qu'il fallait songer à interrompre la grossesse. Donc, on a eu une nouvelle visite pour un peu mettre en place ce qui se passait, enfin mettre en place le protocole, et là on nous a réexpliqué. Et là c'est pareil, on a tous les deux pleuré des rivières parce que c'était trop douloureux à entendre. C'est-à-dire que on nous disait que ce qui allait devenir notre enfant, ce qui était en train de grandir, de croître dans sa chair, ne serait pas viable. Et c'est quelque chose de quand même assez violent à apprendre, de se dire qu'en fait le fruit de notre amour ne peut pas vivre, ne serait pas apte à exister dans les 2-3 mois qui auraient suivi la fin de la grossesse. Donc ça a été très violent. Pas dans la façon de le dire, le corps médical, ils ont une certaine distance, ils sont aussi obligés pour se préserver et puis pour laisser libre cours aux émotions des gens à qui ils annoncent ça. Mais ça a été très violent de se le prendre dans la face par rapport à toute la projection, toute la construction que nous avions faite. Voilà. Comment ça s'est passé ensuite alors ? Alors ensuite, on avait sélectionné un hôpital de naissance, un hôpital public à Paris, où là l'équipe a été juste formidable. Ils ont vraiment été formidables. C'est qu'on avait un sage-femme, ça m'embête de dire ça, je préfère dire un sage-homme, mais bon, on avait c'est le nom. c'est le nom, ouais. On avait un sage-femme qui a été extraordinaire dans d'écoute, d'empathie, ce qui nous avait manqué avec certains spécialistes, notamment le premier obstétricien, qui nous a expliqué, qui nous a accompagnés, qui nous a un peu rassénérés. Donc en fait, il y a une prise en charge qui est faite par l'hôpital où on a des rendez-vous réguliers et puis on programme la non-naissance de l'enfant. Donc c'est ce qui a été dur également, c'est que ça s'est produit à un terme avancé de la grossesse. Si je me souviens bien, ça devait être dans le 7e mois. Donc le 7e mois, il a une forme, il a des mains, des bras, des jambes, il a une tête, il a des yeux, je crois, et en fait, à 7 mois, je crois que c'était vers 7 mois et demi, un enfant naissant à 7 mois et demi, il est grand prématuré, mais il
peut survivre s'il a les soins nécessaires. Donc, il y a une prise de rendez-vous, des échanges réguliers avec l'équipe médicale, notamment avec je sais plus, c'est l'obstétricienne qui réalisait l'accouchement, mais qui devait aussi faire l'interruption de grossesse. Donc rendez-vous est pris. Donc nous de notre côté, on a on est un peu dans le fond. On se rapproche du fond en termes de morale, en termes de sentiments. C'est un peu compliqué. On est en colère, très en colère, mais en colère contre tout. Surtout moi en fait. Ma femme, elle, je pense qu'elle a mis un peu plus de distance parce qu'elle le vivait, elle le sentait bouger. Et donc c'était déjà assez difficile pour elle. Mais moi j'étais tout simplement en colère contre tout. Je voulais, il y a des fois je voulais tout casser, il y a des fois je voulais me bagarrer, il y a des fois en colère. Et donc Elle te venait d'où cette colère en fait avec le recul? Avec le recul, c'était un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice qui est lié au fait que j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai toujours été dans les clous, suivre les règles, etc. Donc pourquoi moi? Et en fait, c'est l'absence de réponse à cette question qui est un peu qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est le hasard, et on nous a vraiment expliqué que c'était le hasard. La colère venait du fait de pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'était très égoïste. De toute façon, la colère est un sentiment quand même égoïste. C'est pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois voir ma femme c'était pas encore ma femme, mais que je dois voir ma femme subir ça? Pourquoi est-ce que je dois encore à chaque fois répondre à cette question? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi je dois me justifier à mon travail de mes absences? Pourquoi dans 2 mois il sera pas là? Pourquoi le berceau que j'ai acheté ne servira à rien, etc. Et en fait, c'est vraiment, oui, c'était une colère, mais c'était un moyen de répondre. C'est une réponse en fait que j'apportais à cette question qui n'en avait pas, qui n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Des fois, il y en a, on a des comportements, la femme a peut-être de l'alcool, de la drogue, etc. Mais là, ma femme était en bonne santé, je l'étais aussi, on avait une vie saine, pas trop de... Et pourtant, c'est arrivé. Donc c'est de là que venait la colère, c'est l'absence de réponse à la question pourquoi moi, pourquoi nous. Donc, mais vraiment, c'était vraiment pourquoi moi, c'était vraiment égoïste. Maintenant, je me rends compte. Et donc, mais ma femme, elle a mis mettait déjà un peu de distance. Elle s'est montrée beaucoup plus résiliente dans l'instant, beaucoup plus. Ça m'a d'ailleurs surprise. C'est un trait de son caractère que je ne connaissais pas. J'aurais préféré le découvrir dans d'autres circonstances. Mais elle a tout de suite, elle a réussi à mettre un peu de distance. Donc oui, bien sûr, ça l'affectait, ça la touchait, mais c'était beaucoup moins éruptif que moi. Parce que moi, j'avais vraiment des phases où je tapais contre un mur, où je jetais un objet, parce que j'avais une poussée de colère. Donc c'est pas allé très loin, je suis pas allé en garde à vue, j'ai pas fait de grosses bêtises, mais j'étais vraiment dans une situation d'inconfort. Et puis l'expliquer aux proches, parce que je suis issu d'une famille, on est quand même on échange beaucoup, on discute, et l'expliquer à mes parents, l'expliquer à ma mère, ça a été compliqué. L'expliquer à ma sœur, ça a été compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué de vivre leurs émotions aussi, c'est ça? Oui, en fait, c'était de vivre leurs émotions et aussi de voir leur incompréhension qui s'ajoutait à la mienne. C'était ce sentiment d'incompréhension totale, d'être incapable d'expliquer. Voilà, c'était d'être incapable d'expliquer quand, comment, pourquoi ça arrivait. Parce que il y avait pas de raison. C'est juste que c'était, il doit avoir une grossesse sur, je sais plus c'était quoi le chiffre, mais c'était au moins 100 000 ou 200 000 où ça arrive chaque année, sachant qu'il y en a 800 000 par an à peu près de naissance. C'est-à-dire qu'il y avait, on faisait partie des 4 grossesses de l'année, quoi, qui avaient eu la malchance d'avoir ce défaut de construction. Dans le sens où c'est quand il y a la première division cellulaire que ça se produit, puis après ça se répète en chaîne, et ça a des conséquences sur le développement cérébral et moteur qui font que les enfants à la naissance vivent quelques jours à quelques semaines, et pas dans des conditions les plus agréables, on va dire, pour eux. Et donc si je reviens au déroulé de l'interruption médicale de grossesse,
ça a été le jour même. Paradoxalement, jusqu'à ce que ça soit fait, ça n'a pas été dur, parce qu'on s'y était préparé, on nous avait expliqué, l'équipe médicale nous avait un peu entourés. Et au moment où ça a été fait, et au moment où ma femme a accouché de notre fils sans vie, là ça a été très très violent. Parce qu'en fait, déjà de se dire qu'on l'a fait pousser, aller pousser madame, faire provoquer des contractions, etc., pour faire naître un enfant qui est mort, mais un enfant on va dire, dont le processus de développement a été arrêté, c'est violent, ouais. C'est très dur. Ça a été très dur pour moi. J'ai eu aussi des réactions un peu stupides, parce que j'étais complètement déboussolé par rapport à ma femme, qui, elle, gardait une certaine distance, un certain calme, pour essayer d'encaisser le truc, où je me souviens d'une phrase que je pense que je regretterai toute ma vie, que je lui ai dit en cet instant, et qui était ça te fait rien ce qui se passe, qui est la chose la plus débile du monde, c'est elle qui le vit, et c'est la scène, c'est l'actrice principale en même temps, mais c'est parce que j'étais vraiment déboussolé, quoi. C'est très compréhensible, hein, qu'on dise des choses qui n'ont ni queue ni tête à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? Elle m'a lancé un regard qui se passait de mots, en me faisant comprendre, qu'est-ce qui t'arrive, tu te rends compte de ce que tu dis. Après elle me l'a dit, et après je me suis bien sûr confondu en excuses, et puis on a commencé à pleurer, à mêler nos larmes. Et après l'équipe médicale a fait quelque chose de très juste, qui je pense est nécessaire dans ce genre de situation. Ils nous l'ont présenté, et on lui a donné un prénom. Il est inscrit sur notre livret de famille. Ils nous l'ont présenté et on lui a dit au revoir. Alors, c'est assez étrange, parce que je me vois comme quelqu'un d'assez cartésien, donc je sais que, pour moi, un enfant, c'est à 9 mois, c'est quand il est capable de respirer et de se nourrir, ou d'ingurgiter la nourriture tout seul, qu'il est vivant, entre guillemets. Et pourtant, là, j'avais le sentiment de dire au revoir à un enfant complet. Je sais pas si le terme est approprié, mais c'est vraiment quelque chose que je ressentais, que je lui disais au revoir, je lui disais bonjour et au revoir, et en fait c'était un peu ce sont deux sentiments mêlés, c'est-à-dire on le regarde, en fait je m'en suis rendu compte avec mes autres enfants, mes autres enfants, c'est que je le regardais pour essayer déjà de voir les ressemblances, ce genre de choses, alors que dans les 5 secondes après, je devais lui dire au revoir. Et c'était un sentiment étrange. Il y avait de la tristesse, mais il y avait aussi comme de la satisfaction, de le voir. De le voir. Pas qu'on l'emmène, il disparaisse, en fait. On ne sait pas après si on nous a enlevé notre enfant vivant et qui grandit dans un autre endroit. Mais c'est vraiment de le voir, de pouvoir le toucher très rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un lien d'attachement qui soit trop fort, je pense, que sinon ça devient très très difficile. Et de faire ça, je pense que ça a mis les fondations de la reconstruction. Parce qu'après un événement comme ça, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent, mais disons que nous, dans notre petite vie confortable, c'était un peu un cataclysme, en tout cas à cette époque. Ça nous a, je pense que ça a posé les fondations de la reconstruction de nous-mêmes, de notre côté, et puis de notre famille, puisqu'en fait, à cet instant, quand l'enfant est né sans vie, notre famille est née. Donc on avait une famille sans enfants, mais on avait un sentiment familial. J'étais le père, c'était la mère, et on se devait de poursuivre notre aventure familiale. Donc il y a eu cet événement. Je tiens à préciser que c'est aussi difficile pour le corps médical. C'est qu'on a vu les infirmières affectées, on a vu les médecins qui étaient présents. C'est pas un acte anodin. C'est pas un acte irréfléchi. C'est pas comme j'ai pu entendre dire dans des débats politiques des avortements de confort. Oui.
Ce qui est un peu horrible, de dire ça auprès de femmes qui vivent ce genre de choses, parce que ce type d'acte n'est jamais anodin, quelle qu'en soit la raison. Et il y a vraiment un accompagnement derrière quand même pour aider à accepter la chose d'un point de vue médical, se rendre compte que c'est pas de sa faute, mais aussi après nous on a réfléchi beaucoup. On a aussi une réflexion après spirituelle, c'est-à-dire que moi je suis de tradition, on va dire, catholique, hein. Je suis d'une famille plus ou moins catho, je vais à la messe 1 ou 2 fois par an pour un mariage ou un baptême, j'y vais pas non plus très régulièrement, mais ce type d'acte, ce type de décision, ça fait poser beaucoup de questions par son rapport à la foi ou son rapport par rapport au dogme religieux, qui rentre dans certains cas en contradiction avec la décision prise. Et toute cette réflexion, en fait, ça nous a aidé à, je ne dirais pas redéfinir qui nous sommes, mais en fait à vraiment identifier qui on était vraiment. C'est un acte c'est une situation, un événement qui a permis à ma femme et à moi-même de découvrir en fait qui on était sur certains aspects, quelles étaient certaines de nos valeurs véritables en fait, qui résistaient à tout ce maelstrom, tout ce mélange de négativité, d'émotions douloureuses. Et ça a été indispensable pour la suite en fait, parce que heureusement il y a une suite. Toutes nos vies familiales ne s'est pas résumée à ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal en fait à refaire des enfants, qui ont beaucoup de mal. Il y a même des couples qui se brisent. Justement, j'allais te demander justement comment ça s'est passé au sein de votre couple après cette épreuve qui a dû être compliquée, quoi. Alors, individuellement et en tant que couple aussi, quoi. Alors individuellement, moi mes réactions, elles ont pas changé. Hein. J'étais toujours en colère pendant les premières semaines, premiers mois, toujours incapable d'accepter ce qui s'était passé. Et puis des gens qui nous disaient qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors c'est pour bientôt? Ben non. Ouais. Et ça arrivait régulièrement. Ça arrivait trop régulièrement. Mais en fait ça c'était dur. Pour ma femme, c'était le fait de ne pas avoir d'enfant. C'était, je me permets de parler en son nom. Elle aurait peut-être un avis différent, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était aussi un sentiment d'échec. Moi, j'avais moins un sentiment d'échec parce que j'imagine le fait que je ne porte pas d'enfant, que je suis un homme, c'est différent. Mais ma femme avait un sentiment d'échec très prégnant, très présent. Heureusement, elle a perdu son ventre très vite. Heureusement pour elle, c'est-à-dire physiquement, morphologiquement. Et nous, dans notre couple, en fait, on a tout de suite pris la décision de prendre du recul, de partir en vacances. Enfin, de partir en vacances loin pendant une dizaine de jours, rien que tous les deux, pour se retrouver, pour aussi discuter de ce qui s'est passé dans un cadre différent. On était au Cap-Vert. Pour être en mode farniente, on fait rien. Je déteste le all-inclusive, mais là c'était indispensable parce qu'il fallait qu'on fasse rien, il fallait vraiment qu'on récupère. Et on a passé donc une dizaine de jours à récupérer. On s'est retrouvés aussi physiquement. Hein. Après, on s'est remis à faire l'amour, si je puis dire. On a recommencé à ressortir parce qu'il y a aussi une espèce de mise en veille qui se passe lors d'une grossesse où plus le temps avance, il y a moins de mobilité, il y a moins de possibilités, etc. Et on a discuté. On a discuté de ce que nous voulions pour l'avenir. Pas une seule seconde, en tout cas moi je me suis dit que je voulais qu'on se sépare, elle non plus. Et en fait c'est un peu paradoxal, mais ça a renforcé, je dirais que ça a renforcé nos liens. C'est-à-dire que c'est une épreuve, cette épreuve nous a peut-être apporté la confirmation que l'on était des partenaires de vie en fait, qu'on s'entendait bien, qu'on vivait, qu'on s'épaulait l'un l'autre. Parce que c'est ce qui s'est produit en fait, c'est que généralement les moments où les deux étaient au fond du trou étaient rares, vraiment très rares. Parce qu'on essayait toujours qu'il y en ait l'un des deux qui aille bien au niveau moral pour soutenir l'autre.
pour avancer en fait, pour ne pas sombrer dans la mélancolie, dans la tristesse et dans les remords ou les regrets. Parce que la décision d'interruption médicalisée de grossesse, d'IMG, elle revient aux parents. Les médecins présentent ce qui va se passer ensuite. Ils disent que ça va pas durer longtemps, que ce sera très compliqué, etc. On nous a pas forcé la main et c'est nous qui avons pris notre décision dans notre âme et conscience, si je puis dire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi douloureux que ce soit, on a accepté, on s'épaulait l'un l'autre. C'est vraiment ce qui s'est produit. Enfin, j'aurais pas jusqu'à dire ça nous a renforcés, c'est pas vrai. Non, au contraire, ça nous a fragilisés. Mais cette fragilisation nous a permis de créer des liens forts et de trouver quelles étaient nos valeurs de vie, ce qu'on voulait transmettre aux enfants qu'on aurait. Parce qu'on voulait des enfants, on voulait fonder une famille. Tu parlais tout à l'heure que tu avais de la colère en toi et que tu avais tendance à être violent, à cogner dans des murs, etc. etc. C'est un sentiment, enfin c'est une réaction que tu avais déjà eue toi par le passé ou qu'elle a découvert elle à cause de cet événement? Non, elle l'a découvert et c'était la première fois. Ouais. Je bouillonnais littéralement, il fallait que ça sorte d'un moyen ou d'un autre, quoi. Il fallait que j'exprime. C'est pas le moyen le plus intelligent après, mais dans ces situations de toute façon on n'est plus émotion, on n'est pas du tout réflexion et il fallait que j'exprime, il fallait que ça sorte. Donc c'est sorti en tapant contre un mur, en tapant contre un meuble, en criant pourquoi, en étant énervé, il fallait que ça sorte. C'était primal, quoi. C'était pas du tout réfléchi, c'était pas du tout dirigé, c'était pas contre quelqu'un ou quelque chose en particulier. C'était juste un bouillonnement, une colère, il fallait que ça sorte. Parce que j'avais mal, parce que j'avais très mal, parce que c'était une souffrance permanente, mais pas une souffrance physique. C'est une souffrance psychologique, c'est dans la tête. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est surtout ce qui m'a été le plus douloureux, c'était l'incapacité, il y a deux choses, c'était l'incapacité de partager la douleur physique de ma femme. Parce qu'on a envie moi j'avais envie de la soulager un peu de son fardeau, parce que c'est elle qui a pris le plus cher, si je puis dire. C'est elle qui a tout vécu de la façon la plus intense, qui a eu je le redis, un courage incroyable, une force, une résilience incroyable. Et moi, en fait, c'était la douleur de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas pouvoir la supporter plus que ce que je ne faisais. Et c'était parce que c'était un fils, parce que c'était un garçon, je pense qu'il y avait aussi une projection de moi sur cet enfant à venir. Et c'était la perte de ça, c'était la perte de jouer au ballon dans le parc, et dire c'est mon fils. Enfin, il y avait peut-être aussi un peu d'orgueil dedans, un peu de fierté. Et c'était la perte de tout ça qui vraiment m'a mis en colère. Et puis m'a rendu triste. Et puis c'est également de voir d'autres jeunes pères de mon âge à peu près qui avaient des enfants, qui couraient dans le jardin, et le regard un peu d'envie, de voir des proches, des amis, des cousins qui avaient des enfants, ou de voir des enfants qui avaient l'âge qu'aurait eu mon fils, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. C'était ça qui me rendait colérique. Comment vous avez fait pour sortir de là, alors, tous les deux ? On est allé de l'avant. On a fait pas une fuite en avant. Déjà, on a réussi de faire un enfant assez vite. Parce que, en fait, ma fille est née 53 semaines à peu près, après l'interruption médicale de grossesse. Elle est née un peu plus d'1 an après. Et parce que je le redis, on voulait vraiment un enfant. C'est hyper égoïste, mais on voulait vraiment un enfant. On voulait transmettre, on voulait être parents, quoi. Et donc ça a été la fuite en avant. Ça a été, moi j'ai changé de boulot. Ma femme aussi. Ça a été d'envisager le mariage, alors qu'on n'était pas forcément hyper chaud, on n'était pas très motivé forcément pour se marier, on était très bien paxé comme on était, mais on s'est dit on voulait
c'est un peu fleur bleue, mais on voulait célébrer notre amour avec nos proches, montrer qu'on s'aimait, montrer que nous étions une famille et que malgré ce type d'épreuve, on voulait fonder une famille et on voulait le montrer aux autres. Donc, en tout cas, c'est l'une des raisons principales qui font que je me suis marié, que j'ai demandé ma femme en mariage. T'as le droit d'être fleur bleue, hein, dans l'histoire de Daron, n'hésite pas. non, je sais, mais c'est que, oui, c'était ça en fait. Moi, je voulais montrer que nous étions résilients et que nous allions de l'avant. Alors, bien évidemment, dans ce genre de situation, il y a des hauts et des bas. Tout n'est pas rose à l'après, ça revient. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai jamais avoué en dehors de ma femme, mais même après la naissance de ma fille, bien souvent, je me retrouvais à regarder un Disney et je me mettais à pleurer. Il y a des situations où je me remémorais, ou des situations de forte émotion, où je m'enfermais dans une pièce et je vais être en train de pleurer. Et là... Pourquoi tu t'enfermais ? Non, ça c'est un peu une honte, parce que j'ai grandi un peu dans... Mon père, je suis fils de militaire, donc mon père c'est un peu viriliste, un garçon ça pleure pas, alors ça se plaint pas, un garçon ça se plaint pas, etc. Donc j'ai gardé ça en moi, hein, on est un peu esclave de son éducation dans certains points. Et je me cachais, je me cachais pour pleurer, mais aussi pour ne pas attrister ma femme. Parce que je ne voulais pas... alors des fois elle le voyait bien évidemment et elle me rassurait. Puis des fois elle pleurait et je la rassurais, mais je ne voulais pas rajouter à son fardeau. Parce qu'encore une fois, dans ce genre de situation, c'est la femme qui vit la situation la plus douloureuse. Moi c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était par projection, mais je ne l'ai pas vécu dans ma chair. Et je voulais pas rajouter ça, rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude à ma femme. Sachant que la grossesse suivante a été stressante. Parce que J'imagine. Les échos, j'en dormais pas. Un jour avant, 2 jours après, j'en dormais pas. J'étais hyper anxieux. On se dit, ça y est, quand on nous annonce les trucs, c'est limite que je croisais les doigts. Je croisais les doigts en disant en fait qu'ils disent pas une mauvaise nouvelle, qu'ils disent pas une mauvaise nouvelle, et tout s'est bien passé. Mais par exemple, à la naissance de ma fille, je m'arrivais de me lever dans la nuit pour voir si elle respirait, pour voir ce genre de choses. Parce que, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, je craignais l'eau froide à ce moment-là. Et ouais, c'était stressant. Je pense que c'est un truc que beaucoup de jeunes parents font, c'est-à-dire de flipper pour leur enfant, surtout en bas âge. Et dans ton cas, dans votre cas, c'est encore plus compréhensible, quoi, vraiment. Alors, c'est compréhensible, et oui et non, parce que c'est compréhensible parce qu'on avait vécu un événement très douloureux, qu'on avait vécu une perte. En même temps, on a vu, comme je disais, on a vécu une arrivée, un départ en simultané de notre décision. C'était la seule décision à prendre, parce qu'on a vraiment réfléchi, on a vraiment pesé le pour et le contre. Mais d'un autre côté, l'enfant il est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? De toute façon on peut rien faire. C'est peut-être ça aussi qui est douloureux, c'est l'absence de contrôle, réaliser, accepter la perte de contrôle. Parce qu'on a l'impression qu'on contrôle, on a l'impression qu'on a prise avec les événements, qu'on a une influence sur les événements qui se déroulent, mais en fait pas tant que ça. Ce qu'on peut faire, c'est offrir les meilleures conditions d'éducation pour l'enfant. Mais après, s'il est malade, s'il y a quelque chose, l'emmener chez le médecin. Mais si c'est quelque chose d'incurable, c'est quelque chose d'incurable. Ça peut paraître un peu fataliste, dit comme ça. Néanmoins, c'est une réalité que j'accepte toujours pas. Hein. Je le dis, je le dis clairement. C'est une réalité, mais j'ai toujours du mal à l'accepter. Je suis toujours un peu d'anxiété, sans être non plus parano ou complètement traumatisé, mais dès qu'un de mes enfants est malade ou il y a un truc, j'ai toujours un peu une inquiétude que ce soit plus grave qu'annoncé, comme ça a été pour la grossesse de notre fils, de notre premier fils. Ce qui a aidé aussi à ce que ça se passe mieux dans la poursuite de notre aventure familiale, c'est que notre deuxième enfant est une fille. Donc il n'y a pas eu de parallèle. On a perdu un garçon, c'est de nouveau un garçon, etc. Ça a beaucoup aidé. C'est un peu bête, c'est un peu con de dire ça, mais ça nous a beaucoup aidé. C'est pas con, je comprends. Moi j'avais, et souvent ce qui était
Ce qui était étonnant, c'est souvent les gens nous demandaient, vous voulez une fille ou un garçon? Nous on dit, on veut juste qu'il soit là. C'est vrai qu'au début, moi je disais, non, je veux un garçon en premier, je veux une fille en second. Et là, moi je disais, non, je veux juste qu'il soit là. Mais un autre élément aussi qui est difficile, hein, et même maintenant, des fois, je réagis, ma femme un peu moins, mais je réagis, c'est quand on nous dit, votre deuxième enfant, on dit, non, c'est le troisième. C'est que moi, je ne veux pas effacer l'étoile filante qu'a été mon fils. Ça je refuse. J'espère que quand j'aurai Alzheimer et que je serai complètement gaga, je n'oublierai pas que j'ai eu 3 enfants et pas 2, parce que sa présence, même furtive, nous a aidé à être nous-mêmes, nous a aidé à créer notre famille et à créer notre trajectoire, notre idée de la vie. C'est assez étrange de dire ça, mais il est même avec son existence très brève, il fait partie de notre famille, et ce sera difficile, mais je compte l'expliquer plus tard à mes enfants quand ils seront adultes, pas quand ils seront ados, parce que de toute façon il est inscrit sur le livret de famille, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et qu'ils ont eu un grand frère, même furtif. Donc voilà, il est important, c'est un membre de ma famille, j'y pense régulièrement, pas tous les jours maintenant, tous les jours avant. Je pense à quelle aurait été la situation si ça ne s'était pas produit. Et il y a un petit sentiment partagé, parce que j'aurais pas eu ma fille qui est merveilleuse de caractère mais qui est merveilleuse. Je suis vraiment content d'avoir une petite fille comme ça, parce que j'ai pas trop d'inquiétude pour elle, elle se laissera pas faire. Et j'aurais pas eu mon fils qui est aussi une merveille, qui est une merveille de gentillesse, de douceur et d'énergie et d'agitation. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. Sa non-venue a permis l'arrivée de ses frères et sœurs. Comment ça se passe aujourd'hui avec cette famille, donc? Alors aujourd'hui, c'est fatigant. Mais c'est que du bonheur. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment que du bonheur. C'est de l'agacement et de l'énervement, parce que les enfants, c'est des enfants, ils n'ont pas la même perception de l'environnement que nous, ils n'ont pas les mêmes envies, et puis c'est des boules d'émotions, ça pleure pendant 5 minutes, ils passent du rire aux larmes, etc. Mais non, ça se passe bien. Je suis content, je suis heureux. J'ai mis du temps à le redevenir, en fait. Nous avons mis du temps à être heureux. Je pense que on est redevenu heureux peu avant la naissance de mon fils. Ça a mis du temps quand même, parce moi j'ai suivi un peu une thérapie. Ouais. J'ai discuté avec un psychologue, parce que ça fait remonter, certaines failles qui étaient présentes se sont élargies, on va dire. Et il fallait les combler, il fallait réparer. Mais ça a été tout un processus qui a permis de se reconstruire en tant que père. Parce qu'encore une fois, en termes de santé, j'allais très bien, mais c'était moi en tant que père et en tant qu'est-ce qu'être père qu'il fallait que je redéfinisse, qu'il fallait que je guérisse. En fait, il fallait que je guérisse ma vision de la paternité, qui était une vision très fantasmée, qui est maintenant une vision beaucoup plus terre à terre. Et je pense que c'est tant mieux. Dans mon cas, c'est tant mieux. Donc, mais pour en revenir à ta question, non, ça se passe bien, c'est fatigant, c'est des journées de 15 heures, mais c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur, parce qu'ils sont... les enfants ont cette formidable capacité d'étonner quasiment au quotidien, de les voir grandir, les voir interagir, de reconnaître ou de se reconnaître en eux, de reconnaître des traits de caractère d'autres personnes. C'est marrant, c'est vraiment drôle. Moi je trouve que c'est vraiment drôle, parce qu'ils sont en bonne santé, parce que tout se passe bien évidemment, mais j'en ai d'autant plus conscience que ce que nous avons vécu lors de la première grossesse de ma femme. Je voudrais revenir sur le fait que tu disais que tu avais une vision fantasmée
de la paternité, qu'aujourd'hui tu as une vision plus terre à terre. Ça se concrétise comment en fait Ça se concrétise par... Quoi les différences? Alors les différences, c'était avant tout ça, c'était mon enfant était une machine. Il ferait ce que je disais, dormir. Il ferait saigner au bout de 2 semaines. Il m'adorerait, il me ferait des câlins tout le temps. Il voudra se brosser les dents quand je lui dirais de se brosser les dents. Il aimera ce que j'aime ou ce que sa mère aime, etc. C'était très, très militaire donc pour le coup, c'est ça? Très militaire, très naïf. Venu de papa? Peut-être, c'est peut-être un peu un transfert de mon père, probablement. Et puis en fait là, sans pour autant faire du lâcher prise, hein, quand même, on transmet quand même certaines valeurs. On essaie quand même de leur expliquer qu'il y a une forme d'autorité et qu'ils peuvent pas tout faire. Mais on a beaucoup plus de lâcher prise. Et moi, en tout cas personnellement, sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire, j'essaie en tout cas de beaucoup moins les orienter. Et même si par humour je dis ma fille fera des sports de combat et mon fils fera de la danse, en fait ils feront ce qu'ils voudront. Je dis ça pour le jeu, mais j'ai conscience que c'est des adultes miniatures, enfin des adultes en devenir qui ont des goûts, qui seront amenés à faire des choix, et que juste mon rôle, si je peux dire, c'est de faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible, ou qu'ils aient les armes pour être heureux une fois adultes. C'est juste les préparer à l'âge adulte. C'est comme ça que je vois les choses maintenant. C'est intéressant, tu dis que c'est une blague, mais en même temps, tu as envie d'inverser les genres, des activités de tes... Enfin, les genres, il n'y a pas de genre. Il y a pas... C'est une connerie, mais tu vois ce que je veux dire. On a plutôt tendance à croire que les garçons... en fait, c'est justement ce qui est intéressant, c'est... Je vais pas dire que j'étais féministe quand j'attendais mon premier garçon. J'étais pas non plus hyper machiste du tout, mais j'étais pas féministe. J'étais pas en train de me dire il faut que les filles aient les mêmes jeux que les garçons, il faut que les femmes puissent avoir exactement le même niveau de responsabilité, de rémunération, enfin peu importe qu'il y ait une égalité de fait. Ça me passait tellement au-dessus. Et quand j'ai eu ma fille, à sa naissance, je me suis pris en pleine poire toutes les conneries que j'ai pu dire, toutes les attitudes déplacées ou débiles que j'ai pu avoir. Je dis, il est hors de question qu'elle grandisse ou qu'elle vive ça. Et là, je me suis découvert le fait que, oui, moi, je veux que ma fille ait joué avec des jeux de garçons. Pourquoi ma fille jouera avec tout le temps la poupée? C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'elle aime beaucoup la poupée, mais en tout cas... Elle peut choisir au moins. Elle peut choisir, mais par exemple, moi, je me fais un devoir, je ne lui offre jamais de cadeaux genrés. Je ne lui offre pas de poupée, je lui offre pas de robe de princesse, pas du tout. Moi, je lui offre des épées, je lui offre des Legos. Elle est très mécontente parce que je lui ai acheté un vélo. Elle voulait un vélo avec une princesse dessus. Je dis, c'est hors de question, jamais je ne t'achèterai un vélo rose avec les froufrous et une princesse dessus. Moi, je lui ai acheté un vélo avec un garçon, un vélo noir. Donc elle est pas contente, mais voilà, c'est un vélo plutôt côté garçon. Et par exemple, avec mon fils joue à la poupée. Mon fils admire sa sœur, donc il lui arrive régulièrement de mettre de temps en temps une robe de princesse. J'ai toujours une première seconde, je fais ah oui quand même, mais finalement non, tant pis, c'est pas grave. Et j'aurais peut-être pas été comme ça, pas aussi, je sais pas si c'est de l'ouverture, mais pas aussi conscient de l'absurdité de mettre un genre, en tout cas au moins aux enfants, sur ce genre de choses. Si si la première naissance s'était déroulée sans encombre et que j'avais eu un garçon du premier coup, si je puis dire. Enfin, c'est pas un essai, mais j'aime pas le terme. Je vais pas dire du premier coup, mais si la première grossesse est arrivée à terme, j'aurais peut-être pas été aussi conscient de ce genre de choses, et j'aurais peut-être pas eu la même approche. Ma femme m'y aurait peut-être aidé, mais j'aurais pas eu les initiatives personnelles que j'ai pu avoir, ne serait-ce que sur les cadeaux. C'est quoi? Tu sais, on a cette fameuse idée de la pilule rouge, tu sais, comme dans Matrix, que tu prends et qui d'un coup d'un seul te fait voir la vie complètement différemment. Et il y a ce terme pour le féminisme qui s'appelle tu prends la pilule rouge et d'un coup d'un seul tu peux plus voir les choses que tu voyais pas, comme tu disais que ça te passait au-dessus. C'est quoi pour toi la pilule rouge? T'as un moment précis ou t'as un truc qui te semble avoir été un déclic pour toi? Les déclics, c'est quand ma fille est née, parce qu'en fait pour la deuxième grossesse de ma femme, nous n'avions elle a un prénom mais j'ai pas envie de le dire, c'est pour ça, pas de souci. C'est juste pour ça que je dis ma femme à chaque fois. Pour ça, on voulait pas connaître le sexe là.
Parce qu'on s'est vraiment dit, nous nous sommes vraiment dit, on veut juste un enfant en bonne santé, un enfant viable. Le terme est un peu clinique, mais c'était une réalité pour nous. C'est une réalité pour nous. Et en fait, quand elle est née, que j'ai su que c'était on nous a dit que c'était une fille. Alors déjà, moi, j'ai fondu en larmes parce que, c'était 9 mois de stress intense, quotidien, qui disparaissait ou qui se personnifiait en ce petit bout de chou. C'était en écho avec la naissance de mon fils, parce que c'était quasiment un an, quasiment jour pour jour. C'était dans le même hôpital, c'était avec la même équipe médicale. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais une fille et que j'ai commencé à discuter avec ma femme, dans les premières heures, qu'est-ce qu'elle fera plus tard, je me suis dit, mais mince. Mais en fait, j'ai pas forcément envie qu'elle ait un métier dit de femme, mais j'ai envie qu'elle soit indépendante, j'ai envie... Et en fait, c'est vraiment sa naissance qui a été ma pilule rouge. C'est sa naissance qui m'a fait dire, merde, je vis dans un monde machiste, patriarcal, et ma fille risque d'en être une victime alors qu'elle a rien demandé. Et non, c'est pas possible. Ça a été vraiment un refus, quoi. Et j'ai commencé à voir les choses différemment, j'ai commencé à écouter les choses différemment, mais je suis toujours en train d'apprendre. C'est un chemin, c'est la vie. Je pense que c'est la vie. Je suis toujours en train d'apprendre. Je me souviens maintenant avec un peu avec amusement de ma surprise quand j'ai échangé avec des collègues femmes sur comment elles se faisaient emmerder dans le métro et dans les transports en commun. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui j'étais complètement aveugle. Et quand j'ai discuté avec elle de tout ça, avant l'affaire de la chapelle, les affaires qui viennent régulièrement, c'était il y a 2-3 ans. Et après, donc, mon regard a changé dans les transports, et surtout, je me suis dit, mais je peux pas accepter que quelqu'un mette quand ma fille soit ado, qu'elle ait 14-15 ans, quelqu'un lui mette la main aux fesses, ou s'exhibe de son sexe. Je deviendrais fou, quoi. Je le massacrerais sur place si je le pouvais. Et donc, je me suis dit, non, il faut que ça change. Alors, je sais pas trop comment, mais il faut que ça change. C'est un peu égoïste parce que c'est pour ma fille plus que pour ma femme en plus, alors qu'elle le subit aussi les violences sexistes dans l'environnement urbain. Mais c'est surtout pour ma fille. J'ai dit je veux pas qu'elle grandisse, qu'elle ait à subir ça, quoi. Donc c'est vraiment la naissance de ma fille et ma pilule rouge. Bon, écoute, je pense qu'en racontant ce que tu es en train de raconter dans l'histoire de Daron, tu contribues un petit peu, tu vois, à faire en sorte que le monde change. Il y a sans doute des mecs et des filles qui vont écouter ça et qui diront « Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça ». Je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Tu peux ajouter plein de trucs. Je me permets juste d'ajouter une chose, c'est que pour revenir à la première partie de mon histoire et de ce que je racontais, c'est que aussi dur que ce soit, il y a une vie après, on peut continuer à vivre, on aura toujours une cicatrice qui de temps en temps saignera un peu, les dates anniversaires ou certains moments, certaines situations, mais il faut aller de l'avant. Parce que si on est avec une partenaire de vie, quelqu'un avec qui on s'entend bien, ça marchera. C'est pas le genre de choses qui font éclater les couples ou les familles. Mais par contre, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps, il faut discuter, il faut échanger, il faut faire abstraction de ce que dit l'environnement, ce que dit l'entourage, qui dit parfois des paroles blessantes sans s'en rendre compte, mais qui sont parfois très blessantes. Et il faut aller de l'avant. T'as un souvenir en tête en particulier, un truc qui vous a fait du mal ? Moi, c'est quelqu'un de très proche qui m'a dit la plus belle connerie qu'on puisse dire à ce moment-là, mais qui était pour oh, mais vous en ferez d'autres, vous êtes jeune. Faut aller de l'avant, ça va. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. On est jeune, on est bien portant, on n'est pas dans un pays en guerre, on mange à notre faim, on a un toit sur la tête. Mais dans l'instant, c'est pas ce qui compte. Dans l'instant, on est incapable de prendre du recul. Et dans l'instant, tout ce qui compte, c'est l'enfant qui doit venir, ma famille qui doit avoir une existence physique, ne sera pas tout ce à quoi je me suis préparé, tout ce que nous avons commencé à construire est remis en question. Donc entendre vous êtes jeune, c'est pas grave, vous en ferez d'autres, vous en aurez d'autres, c'est d'une indélicatesse. Après, c'était maladroit. Mais moi, ça m'a... J'ai réussi à pas sortir de mes gonds, mais ça m'a... Parce que la personne était au téléphone. Mais ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. C'est... parce que...
c'est être insensible et c'est manquer d'empathie. Voilà. Mais je le redis, on peut avoir une vie de famille très heureuse, une vie personnelle très heureuse, même en ayant eu ce genre d'événement qui dans l'instant est quasi cataclysmique et qui finalement c'est la vie, c'est la vie. J'ai pas d'autre conclusion, c'est vraiment ça arrive, c'est la vie, il faut juste l'accepter. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à tes 2 enfants s'ils écoutent ce podcast dans 10 ans aujourd'hui ? Je leur dirais que vous vous en souvenez pas, mais vous étiez épuisant quand vous étiez petit. C'est la première chose que je leur dirais. La deuxième, c'est que je vous aime de façon inconditionnelle, sans forcément attendre d'amour de votre part. Je vous aime parce que voilà. La troisième, c'est que j'ai des preuves pour prouver ma première assertion. Et enfin, je leur dirais que ce qui s'est passé dans la vie de leurs parents peut leur arriver. C'est pas pour autant que ça va leur arriver. Il faut pas qu'ils le vivent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est que si un jour ils ont envie d'avoir des enfants, qu'ils le fassent de façon responsable et en étant conscients. Juste avoir conscience des risques, tout comme on a conscience qu'on prend le volant, qu'on a un risque qui est plus ou moins faible en fonction de sa conduite, en fonction des conditions météo, etc., d'avoir un accident. Un accident n'est pas forcément mortel, etc. C'est peut-être pas une comparaison qui est la comparaison la plus noble qui soit, mais c'est juste qu'il faut se dire que tout ne se passe pas forcément comme prévu, mais que c'est pas pour autant qu'à la fin on n'est pas heureux. Voilà, oui, c'est ce que je dirais. Je leur dirais que tout ne se passe pas forcément comme prévu, mais qu'à la fin, le bonheur, il est à portée de main. Il faut juste se donner les moyens et vouloir l'avoir, en fait, vouloir être heureux. Voilà. C'est ce que je leur dirais dans plutôt 15 ans. Plutôt que 10 ans, plutôt 15 ans, j'espère. Oui, parce qu'ils auront 15... Alors, ma fille aura 20 ans et mon fils en aura 17. Et je suis plutôt vers cet âge-là que plutôt 15 et 12. C'est peut-être un peu trop tôt. Mm-hmm. Mais oui, et puis j'espère que Mademoiselle existera toujours écoute, j'espère à aussi. 15-20 ans, et à ce moment-là, je pense que je leur ferai écouter le podcast qui sera un peu ce que pensait, la façon dont voyait leur père à 35 ans de la situation, parce que il faut pas que ce soit un secret. Moi, je veux pas que ce soit un secret de famille. Je veux qu'ils le sachent, pas trop tôt, parce que sinon ça va les perturber inutilement. Mais je veux qu'ils sachent ça. Je veux qu'ils connaissent ça pour qu'ils comprennent l'histoire de leur famille dans leur entièreté. Parce qu'il faut aussi dire que ce type d'événement est un révélateur dans la famille étendue. Parce que moi, j'ai appris que des personnes proches avaient perdu des enfants, etc. Et que c'était un peu un tabou. Je l'ai perçu comme un tabou, le fait que les grossesses n'arrivent pas à terme, ou que des enfants meurent après la naissance. C'est pas répandu, mais ça arrive, mais c'est tabou. Et ce que je peux comprendre, on peut ne pas vouloir discuter de ça avec des ados ou des jeunes adultes, et puis pour pas mettre du stress, rajouter du stress au stress d'une grossesse. Mais à cette époque-là, et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé s'il était possible pour moi de témoigner, en tout cas de raconter cette histoire, c'est que c'est ce qui m'a manqué à l'époque. J'aurais voulu, pas forcément qu'on m'en parle directement, mais quand je vivais les choses telles que je les ai vécues, j'aurais voulu avoir une histoire ou quelqu'un qui m'explique ce qu'il a vécu, quelqu'un qui soit passé par là et qui m'explique ce qu'il a vécu, pour qu'il puisse que je puisse me rendre compte que mon cas n'était pas unique, que notre cas n'était pas unique, et que on peut être heureux après ça. Parce qu'il est vrai que dans l'instant, c'était impossible de voir le futur, enfin de se projeter dans l'avenir et d'y voir du bonheur. J'imagine bien. C'était impossible. On vivait à la demi-journée. C'était même pas au jour le jour. On vivait à la demi-journée à cause de des montées, des descentes de sentiments négatifs et de tristesse, en fait. C'était vraiment de tristesse pure. Oui, je pense que c'était de la tristesse pure. Et j'ai jamais été aussi triste de ma vie. En tout cas, j'ai un peu la sensation que tu as pris le temps de vivre cette tristesse, de la ressentir, à travers aussi peut-être ta thérapie que tu as pu faire après. Et merci beaucoup vraiment de partager ton histoire, parce que je pense que c'est
c'est comme tu dis un très chouette témoignage et je pense que c'est un bon exemple pour les gens qui vont peut-être vivre ça, les couples qui vont vivre ça ou qui sont peut-être en train de le vivre d'ailleurs. Bravo, en fait, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est opportun, mais en tout cas... Je sais pas si c'est opportun également, mais ce que je peux dire, c'est... moi, je transmettrai surtout mon bravo à ma femme qui s'en est remis, qui a quand même réussi à avoir 2 autres grossesses après, en ayant toujours cette situation de stress. Et quand tu dis bravo, en fait, c'est parce que moi, j'ai estimé ne pas avoir le choix, parce que je voulais être heureux. Je voulais être heureux, avec ma femme, avec la mère de mes enfants. Je voulais qu'on soit heureux. Et donc, d'une certaine façon, j'ai tout fait, et je continue d'essayer de tout faire pour l'être. Alors, c'est ma conception du bonheur, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Oui. Mais je refuse que ça nous définisse. Je refuse que ce qui soit passé définisse notre famille et définisse qui nous sommes. C'est un événement difficile qui fait partie d'une vie. Et comme tu le disais, s'il y a d'autres parents qui vivent ça en ce moment, je me répète, c'est vraiment, il y a du bonheur après, mais il faut aller de l'avant. Il y aura des moments de tristesse et de douleur, mais voilà, il y a du bonheur après. Voilà. Merci beaucoup, Greg, d'avoir envoyé ce message. Je t'en prie. Merci beaucoup d'être venu raconter. C'était vraiment hyper passionnant et merci pour ta franchise, ton honnêteté en fait, et puis de cette vulnérabilité aussi que tu nous as offert parce que tu, comment dire, je suis un peu tu t'es livré, oui, pardon, voilà, j'ai un peu baissé l'armure. Tu t'es livré et c'est rare et merci beaucoup pour ça alors vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore un immense merci à Greg pour son histoire et son partage d'expérience. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, ou alors sur Instagram, je suis sur FabFlorent, FabFlorent. Venez également commenter sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien de l'épisode dans les notes du podcast. J'adore recevoir vos messages et je fais vraiment en sorte de répondre à tout le monde, même si vous êtes très nombreux à m'écrire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Histoire de Daron. D'ici là, je vous souhaite une très très belle vie.